Donc, pour commencer, j'ai l'habitude, alors jeudi soir, je crois, oui c'est ça, jeudi soir je ferai une vraie conférence, alors un peu plus théorique, avec, ça sera un peu plus détaillé, mais là j'avais envie plutôt de travailler avec vous sous forme d'échange, et donc j'ai simplifié, vous allez voir, j'ai simplifié l'approche. Quelque chose de très pragmatique et j'ai anticipé en fait les questions que vous ne m'avez pas posées mais que vous auriez pu me poser. Mais je vais commencer parce qu'il n'y a rien de plus vraiment un petit peu frustrant de se dire je vais présenter la classe inversée mais de manière magistrale. Il y a quand même quelque chose de paradoxal. Alors du coup j'ai pensé à vous, j'ai pensé à une petite activité. Alors, j'ai deux versions, parce que je me suis dit, s'ils sont comme chez moi dans le Béarn où Internet, ça monte et ça descend, il faut toujours le plan B, d'accord? Alors, je vais vous poser une question. Donc, on va y tenter pour ceux qui sont connectés. Alors, vous pouvez le faire avec votre téléphone, si vous voulez. Vous vous connectez à www.menti.com. C'est un site qui propose de faire de l'interaction, comme ça, lors de cours, ou voire même de conférences. Et on va vous demander, si tout va bien, hein, un code, et le voici ce code, hein, 84 41 49. Et j'ai préparé pour vous une petite question. Et normalement, si tout va bien, on devrait voir apparaître vos réponses. Alors on part toujours des prérequis, c'est ce qu'on avait appris à l'époque à l'UFM. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout numériques, le bon vieux papier fonctionne aussi très très bien. On va utiliser, donc pour ceux qui souhaitent, on va aussi utiliser la même chose, donc la même question, avec la même réponse, sur le petit papier que je ramasserai évidemment tout de suite. Ce n'est pas évalué, vous inquiétez pas. Et vous n'êtes pas non plus obligé de répondre, parce que vous n'avez peut-être aucune idée de ce qu'est la classe inversée. Alors ne me faites pas une thèse dessus, une petite phrase, un petit mot, ça suffira. Je vous laisse distribuer s'il y a besoin. Ah, c'est fait. Non, vous êtes tous inspiration. Ah, mais vous êtes tous hyper connectés. Oui. D'accord. Bon. Alors, Marie, je vais bien le faire à l'ancienne, pour qu'on voit quand même aussi le côté papier. C'est bien le numérique parce que c'est silencieux. Ici, ils sont connectés. Ouais, je vois ça. Mon mari, il a répété. Très discret. Rémi, t'écris pas deux pages. J'ai 191, je sais pas quoi. Oula. Encore. C'est pas un lieu de paillotage, hein? Non, pas du tout. Ok, bon, très bien. Alors, je fais déconnecter.
accélération de réponse et de currence pour un. Parce que peut-être que 5 réponses c'est la même chose. Ça a dû se déconnecter. Bon, c'est pas grave. Voilà. Super. 25 étudiants. Ouais. Oui, oui. Alors, le plus difficile quand on fait ce type d'exercice avec les élèves, c'est l'exploitation. Ça dépend du mode qu'on a choisi. Alors, en fait, à vrai dire, ce type d'application, je ne l'utilise en classe, mais en fait, ce sont les élèves qui vont faire ensuite le tri, à partir des sondages qu'ils vont recueillir. On le verra dans les différentes formes de la classe inversée. Par contre, ici, en règle générale, quand on le fait en formation, au fur et à mesure que vous écrivez, j'essaye de synthétiser assez rapidement dans ma tête, parce qu'on retrouve finalement, quel que soit le niveau de connaissance que l'on a dans la classe inversée, on a vraiment ceux qui ont une représentation très précise, hein, avec, on va dire, en classe sur le travail de l'élève et le travail du maître. Donc on a effectivement toujours la représentation du travail de l'élève qui va se faire, il y a quelque chose qui se fait en amont, hein. Alors après on affinera sur la modalité, et puis on va voir que le travail du maître va être souvent perçu comme un accompagnateur. Quand on sonde aussi le public, on a aussi ceux qui ont des représentations, qui ont déjà des expérimentations, et qui ont parfois des représentations, des expériences qui n'ont pas forcément été très positives. Hein, où il y a eu des moments où on a tenté des expériences et on s'est rendu compte parce que le public n'était pas forcément prêt à ce type de pédagogie. Et on a souvent des gens qui vont dire, bah oui, c'est très bien, faire travailler les élèves à la maison, c'est parfait. Sauf que, évidemment, il y a des élèves qui n'ont pas joué le jeu. Hein, donc les fameuses vidéos que l'on voit fleurir un peu partout sur Internet, où on entend toujours parler de classe inversée égale vidéo, hein, leçon à la maison et exercice en classe. En gros, c'est le schéma que l'on a. Eh bien, on le voit d'ailleurs, hein, ça revient souvent. Eh bien, ça fonctionne effectivement pas toujours. Il faut être très, très clair, très précis. Alors, du coup, on va effectivement, aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer une pédagogie, une classe inversée, mais une forme de classe inversée. Par contre, ce qui est le leitmotiv de tous les gens qui pratiquent la classe inversée, c'est effectivement l'engagement. Hein. C'est-à-dire que les élèves vont effectivement s'engager à travers des échanges, des co-constructions en classe. Voilà. Alors, pour la partie sondage avec les élèves, évidemment, tout le monde n'est pas connecté. Et quand on veut leur demander, qu'on leur pose une question ouverte comme ça, pour introduire une classe inversée, on peut effectivement faire appel à des post-it. Et les post-it, donc vous allez voir, c'est exactement le même process. L'enseignant va utiliser là aussi l'appareil photo. Et grâce à l'appareil photo, alors c'est une application qui s'appelle Post-it, je vais photographier. Bon, là j'ai une application, mais on peut très bien le faire avec un appareil photo classique. Et là, les élèves donc vont avoir juste à récupérer les hypothèses de leurs camarades. Et ce qui est intéressant ensuite, effectivement, c'est qu'on va pouvoir, comme on l'a fait de manière un petit peu plus formelle, on va pouvoir les classer et créer éventuellement des groupes. Et on verra tout à l'heure une expérimentation avec les élèves qui pratiquent donc l'usage des post-it qui va permettre de déjà être un outil intéressant pour la collaboration. Alors concrètement, donc la classe inversée en 10 questions. On va essayer d'y répondre, le plus clairement possible. Et déjà, la première question, c'était celle que je vous ai posée. Qu'entendez-vous par inversion? Alors vous avez, souvent, j'ai lu, le travail se fait en amont, hein, ça c'est vrai, il y a quelque chose qui se fait en amont, et ensuite en classe, eh bien, il va y avoir un approfondissement. Sauf que la première question qui se pose, et c'est la première question que je me suis posée,
Moi, quand j'ai changé ma pédagogie, c'est tout simplement parce que d'abord, premièrement, mes élèves ne faisaient pas le travail à la maison. Je donnais des exercices de manière très classique, et j'avais à peu près tous les jours un tiers de la classe qui n'avait pas fait le travail. Alors, ça posait un problème déjà on va dire, d'engagement dans la classe, de tension tout de suite, puisque nous, dans mon établissement, on me demandait justement de flécher, de lister tous les manquements au règlement intérieur. Et un des manquements, c'était n'a pas fait son travail. Donc d'entrée, vous voyez, ça met dans l'ambiance. Hein. On commence, on dit bonjour, et puis tout de suite, le bras de fer commence, les élèves qui n'ont pas fait le travail. Alors la question c'est, mais attendez, la casse inversée. Si la casse inversée, c'est effectivement donner une leçon à la maison, et que les élèves ne la regardent pas, à quoi ça sert? C'est la question qu'on se pose, et c'est la question que je me suis posée. Quand je me suis intéressée à ça, quand j'ai vu ça, j'étais sceptique. Je me suis dit, moi, de toute façon, avec mon public, ça ne va faire, même si c'est une vidéo, on peut dire que c'est peut-être plus ludique, mais vous savez, au bout de 2-3 fois, hein, l'enthousiasme s'échappe. Donc ça, c'était pas possible. Donc par contre, ce que je savais, c'est que le travail que je donnais à la maison, sous forme d'exercice, hein, eh bien, c'était déjà les mettre en difficulté. Parce que premièrement, bon, il y a ceux qui ne le faisaient pas systématiquement, mais il y a ceux aussi qui tentaient de le faire et qui n'y arrivaient pas. Donc finalement, le fait de donner des devoirs à la maison, tout de suite, qu'on le veuille ou non, on a des contextes différents, des familles où il va y avoir un accompagnement et d'autres où il n'y aura pas du tout. Ils seront dans des conditions parfois de travail très précaires. Et donc du coup, le fait de donner un travail à la maison, ça va les mettre en difficulté. Et ça, c'était mon premier axe d'accès. C'est-à-dire que je voulais changer quelque chose, mais je voulais recréer de l'égalité. Je voulais que les jeunes qui rentrent dans la classe soient tous mis sur le même pied d'égalité, voyez-vous, et qu'il n'y ait pas de creuser comme ça tout de suite. Et ensuite, évidemment, si je laisse faire, je ne vais pas pouvoir combler ce creuset. Donc, le travail, doit-il les mettre en difficulté? Réponse, évidemment, non. Donc, est-ce que la casse inversée sera une réponse? On va le voir. Deuxième problème, quand je faisais mon cours dialogué, je voulais aussi me poser la question de qui agit en classe. Alors moi, j'ai de l'énergie, certes, mais au bout de plusieurs années de carrière, on s'essouffle. Et surtout quand on n'est pas écouté. Moi, mon contexte, c'est le matin, quand j'arrivais, je me disais combien d'élèves vont m'écouter. Il y en avait la moitié qui étaient retournés, d'autres qui bavardaient, qui faisaient autre chose. Donc, la première priorité, c'était de savoir qui agit en classe. Est-ce que c'est moi qui m'agite comme un pantin sur scène devant un public qui n'est pas conquis? Donc, si je veux de l'activité, c'est plutôt dans la salle que je veux que ça se passe. D'accord? Donc déjà, il y avait ce rapport à la dimension scénique, hein, où je me disais, bon, je fais le show, mais ici, le show, il ne fonctionne pas. Donc, du coup, il va falloir que je fasse plus réagir mon public. Et ce n'est pas simplement dans le cours dialogué où on pose que quelques questions, où finalement, c'est toujours les mêmes qui répondent, hein, eh bien, que je vais arriver à ma solution. Donc, moi, je suis entrée aussi avec cette question. Et je me suis dit, est-ce que la classe inversée va m'aider à faire ça? Ensuite, c'était me dire, bon, est-ce que je sers à quelque chose? Je pense que oui, d'accord? Mais si je sers à quelque chose, comment je peux optimiser ma présence? J'ai des rendez-vous pédagogiques de 55 minutes avec mes jeunes, 4 fois par semaine ou 4 fois et demi par semaine. Comment faire pour que ce temps-là soit efficace pour les enfants? Voilà. Donc voilà toutes ces questions que je me suis posées. Et à ces questions, eh bien, j'ai effectivement opté pour l'inversion, mais à ma sauce. Alors, si je dis à ma sauce, vous allez voir, je vais filer la métaphore gastronomique. Je suis gourmande, ça se voit. Vous allez voir que je vais aller jusqu'au bout. Hein. Alors, effectivement, ma sauce, c'est évidemment pas le schéma que l'on entend et qui est médiatisé avec ce cours à la maison, ces leçons qui sont faites par le professeur. Alors, il y en a qui se filment, je ne critique pas. Selon le contexte, ça fonctionne très bien. Tout dépend de votre public. En tout cas, moi, le mien, c'était évidemment pas le cas. Donc, comment faire? Et où se situe l'inversion? Alors, j'ai compris, j'ai mis 20 ans, hein. Ça arrive de temps en temps à avoir des idées un peu lumineuses. Je me suis dit, mais enfin, quand même, quand tu dis aux enfants, apprenez la leçon et faites les exercices 3-4 pages de 235. Je vous l'ai dit, c'est quand même une tâche qui est complexe, c'est ça.
l'enfant est accompagné ou pas. Ou pire, quand vous leur dites, on ferait la rédaction, la suite de texte de nouveau passant. Là aussi, c'est compliqué. Donc je me suis dit, eh bien, en fait, ce qu'il faudrait pour optimiser ma fameuse présence, c'est l'immersion doit être là. C'est de déporter tout ce qui est complexe en classe. Tout ce qui est complexe en classe. On verra très précisément ce que ça veut dire. Ça veut dire tout ce qui est lié à la compréhension, à l'apprentissage. On va apprendre effectivement, on va retenir en classe et on va veiller, l'enseignant va veiller à ce que les notions essentielles soient mémorisées. Et on verra pour ça, il y a des moyens maintenant aujourd'hui pour veiller à ça. Et évidemment, veiller à ce que les notions, qu'elles soient aussi retenues, ça va avec l'apprentissage, elles soient réinvesties. Alors je ne vous ai pas dit, mais je suis prof de français, je ne vous ai pas dit ça. On le sait, non, mais ah, vous le saviez. On a vu déjà. Ah, d'accord. Alors, donc ça, c'était, la bascule s'est faite ici. Et alors, du coup, à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien ou on leur fait faire quelque chose? Alors moi, je vais être honnête. Quand je suis arrivée, le jour où j'ai décidé de le faire, d'abord, j'ai fait ça progressivement. Je n'ai pas changé tout du jour au lendemain. J'ai testé. Hein. Au début, j'ai même fait 1 heure par séquence. C'est la première année, j'ai testé comme ça. Je voulais voir. Je me suis dit, avant de tout bouleverser, voyons si c'est efficace. Et donc, j'ai décidé et j'ai dit aux enfants, écoutez les enfants, grande nouvelle, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus de devoirs. Déjà, la réaction du public a été assez oui, perplexe. Pas de devoirs, d'accord, bon, ok. Oui, j'ai décidé que désormais, vous aurez une petite vidéo à regarder qui sera courte, 1 minute 30, je m'y engage. Mais figurez-vous qu'elle ne sera pas obligatoire. Ah bon, d'accord, elle n'est pas obligatoire. Non, non, elle n'est pas obligatoire. Et si on ne la regarde pas, on n'est pas puni? Non, non, vous n'êtes pas puni. Bon, une fois que j'avais dit ça, je me suis retournée vers le tableau, j'ai soufflé un grand coup et je me suis dit, bon, on va voir si ça tient. Et j'ai dit, c'est le seul truc que vous aurez à faire, c'est que vous allez travailler, vous allez être actif, et puis à un moment donné, on ne va pas recopier la leçon en classe. Ah bon? Ah non, non, on ne va pas la recopier en classe. Mais vous allez la dicter? Non, non, je ne vais pas la dicter, je ne vais pas la projeter, je ne vais pas l'imprimer. On ne le fera pas en classe. Ça, c'est quelque chose qu'on fera à la maison. Ah bon? Ok, d'accord. La première semaine, j'ai envoyé ma capsule. J'ai attendu de voir. J'avais personne qui avait vu la capsule. Super réussite. Hein. Je me suis dit, il faut continuer comme ça. J'étais désespérée. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Si tu abandonnes maintenant, tu n'es pas crédible. Donc, on va essayer de faire autrement. Donc, j'arrive le lendemain, je dis, bon, vous n'avez pas vu la capsule? Super, c'est pas grave. D'habitude, c'était je liste et tu auras le manquement, tu seras en retenue. Là, c'était pas grave. Je dis, mais regardez, on va la regarder en classe. Je la projette. Et là, à la fin de la projection, les élèves me disent, mais c'est pas une leçon, ça. Et je dis, je vous ai pas dit que c'était une leçon. Oh, mais d'accord. Ah oui, ok. Et en fait, ils se sont rendus compte que la fameuse capsule que j'appelle alors, métaphore filée, la mise en bouche. D'accord? Cette mise en bouche, c'était un peu, je l'avais conçue comme un teaser, comme une préparation, une bande-annonce. Une bande-annonce du cours qui allait suivre. Et donc, un peu comme au cinéma, quand on est au cinéma, quand on voit les bandes-annonces, ça donne envie. Ben moi, j'ai conçu et je conçois encore aujourd'hui, mes capsules comme ça. Je veux que les enfants aient envie. Je veux que les enfants sachent à quelle sauce ils vont être dévorés, ou plutôt à quelle sauce eux-mêmes vont dévorer le plat. Hein. Avec quelle sauce ils vont aller, ils vont œuvrer. En fait, c'est ça l'idée. La mise en bouche, c'est un petit apéritif. Hein. On sait à peu près de quoi on va parler. Alors évidemment, je vais vous en montrer une, hein, parce que vous êtes gentils. Sinon, je les garde les autres pour jeudi soir. Donc voilà l'idée. L'idée, c'est que les enfants ont cette capsule. Alors elle est déposée sur le site du collège. Et pour ceux qui n'ont pas Internet, parce que mes petits qui sont dans les caravanes, même s'ils ont des téléphones high-tech, etc., bon, hyper connectés, culturellement, on n'utilise pas le téléphone pour l'école. C'est comme ça. La voie de la réussite, il faut le savoir, c'est pas l'école. Donc, on accepte ça quand on est enseignant. C'est douloureux, hein,
Parce que nous, on a des idées, hein, on a des certitudes, on a des schémas, on a été élève. Donc, on se dit, mais comment ça, c'est pas l'école la priorité? Ben non, c'est pas l'école, il faut faire avec. Et quand on l'a accepté, ben ça va beaucoup mieux, ça fait relativiser beaucoup de choses. Et je pense que vous êtes bien placé aussi, parce que je pense que vous avez aussi des problèmes peut-être de fidélisation du public, des élèves qui décrochent, etc. Alors, donc, la capsule, elle va être visionnée, ou elle va être sous une autre forme pour ceux qui ne sont pas connectés. Et le contrat c'est juste à la fin, effectivement, quand on sera au bout du cycle, de recopier la leçon, et vous allez voir, la leçon prendra une forme que les élèves auront conçue eux-mêmes. Hein. Donc, du coup, comme c'est eux qui vont concevoir, il va y avoir un engagement un petit peu plus fort. C'est la seule obligation. C'est la seule. Hein. C'est-à-dire être arrivé le lendemain avec la leçon qui est recopiée sur le cahier. Si elle ne l'est pas, il n'y a pas conflit, il n'y a pas bras de fer. D'accord? Il y a des parcours, des voies annexes hein, qu'on va employer. Par exemple, les enfants le savent, c'est un engagement. S'ils ne l'ont pas, bon, c'est pas grave, hein, je ne me fâche pas. Mais par contre, je leur dis, bon, tu le sais, c'est un engagement. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je te propose. Alors, soit tu restes entre midi et deux, et tu vas au bar. Alors, le bar, on a un bar au collège. Alors, le bar, c'est pas le café où on boit des coups. Hein. C'est le bureau d'aide à la rescousse. Alors, le bureau d'aide à la rescousse, c'est un endroit super sympa où il y a une connexion Internet, où on peut aller. Il y a un adulte hein, qui est présent. Et entre midi et deux, ça ouvre tous les jours. Et les élèves apprécient, ça fonctionne très bien, parce que les élèves ne s'inscrivent pas pour y aller. Hein, il n'y a pas, vous savez, comme on fait souvent au collège, il faut lister les devoirs faits. Vous avez ça aussi, devoirs faits, non? Le système de soutien. Il y a maintenant des possibilités pour mettre des heures en plus de soutien. Donc nous, ça se fait entre midi et deux. Voilà. Et entre midi et deux, les jeunes viennent, ils ont 10 minutes, ils peuvent rester 10 minutes, repartent. C'est une salle, hein, comme ici. Il y a juste un surveillant qui est là, hein, ou même qui serait dans la cour, il est dans une salle. Et les élèves rentrent, sortent, font ce qu'ils ont à faire. C'est tout. Et donc les élèves vont effectivement recopier cette leçon. Donc l'inversion, elle est vraiment dans la bascule, des tâches simples hein, qui vont être déportées à la maison de manière à retrouver ce que je vous disais à l'avant, c'est-à-dire de l'égalité. Hein. Faire en sorte que les enfants arrivent dans la classe avec tous hein, le même bagage. D'accord? Et la capsule n'est pas du tout là pour les mettre en difficulté. Rappelez-vous l'image du teaser cinématographique. Hein. On ne demande pas à ce que les élèves comprennent des choses. Il n'y a pas de charge cognitive dans la capsule. Elle est là juste pour préparer, pour donner l'envie d'aller un peu plus loin. Alors la question c'est, dois-je vraiment inverser? C'est peut-être la question que vous vous posez. Moi je préconise cette phrase, pour moi elle est clé. On ne change rien si rien ne nécessite le changement. Voilà. Je pense que ça ne sert à rien d'aller dans les forums ou dans les congrès ou dans les séminaires où on va parler de pédagogie, on entend partout parler d'innovation. Ce mot d'ailleurs m'agace profondément parce qu'on n'innove pas, on ne fait que réinventer. Hein. Donc, à mon avis, on ne peut pas culpabiliser les enseignants. Ça ne sert à rien de les culpabiliser. Il y a des gens qui fonctionnent très bien dans du face-à-face. Et ça se passe bien. Donc, à ce moment-là, pourquoi dire « Ah, mais toi, tu fais pas ça. Ah, mais toi, tu n'utilises pas le numérique. Ah, mais toi, tu... » Non, non. Je pense que les élèves ont aussi besoin de la diversité. Hein, c'est clair. Par contre, si à un moment donné, comme ça a été mon cas, il y a un souci, on se dit, ben là, mais non, je sens bien que je suis arrivée au bout, je ne peux pas faire ça, je n'y arrive plus, les élèves, j'arrive pas à les faire progresser, hein, c'est clair. Je suis un peu à bout de souffle, à ce moment-là, effectivement, un changement s'impose. Et ça, c'est, à mon avis, la phrase clé. Et enfin, pour la classe inversée, si par hasard, vous décidez... peut-être dans quelques jours, ou dans quelques mois, ou quelques années, de vous dire « Ah, mais tiens, j'avais entendu parler de classe inversée, pourquoi pas ?» Vous allez voir qu'il n'y a pas du tout de... C'est pas une méthode qui est duplicable, d'accord? Elle est adaptée. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre le package et dire « Tiens, je vais faire du Marie-Soulier », parce que le contexte, le vôtre n'est pas le mien. Hein, il y en a qui ont du numérique, d'autres pas. Il y a des enfants aussi différents, de niveaux différents. Donc, effectivement, il y a
il y a des points, des leviers, des points d'accroche que vous allez retenir, mais après vous allez faire votre propre classe inversée si un jour vous avez envie de tenter la même. Alors, ok, si je décide d'inverser, par quoi je commence? Alors la première, à mon avis, la première chose à faire, c'est le temps. Gérer le temps. Effectivement, quand on fait de la classe inversée, ce sont les élèves qui vont être acteurs. D'accord? On va les mettre en activité. Et donc, du coup, il faut tout de suite se dire que quand on met les élèves en activité, ils vont être en posture d'investigation. Et ça, forcément, ça prend beaucoup plus de temps que la démonstration. Imaginez aujourd'hui, hein, si j'avais décidé de ne rien vous dire sur la classe inversée. D'accord? De mettre juste la salle à Nilo, de vous mettre en groupe, de mettre évidemment quelques ressources à votre disposition, d'envoyer une capsule et puis de vous laisser construire vous-même la classe inversée. Eh bien, vous auriez mis plus de temps. C'est pour ça que je n'ai pas choisi de le faire, parce que j'avais un temps limité. Parce que la démonstration, le cours, alors pas magistral, hein, j'entends bien, mais le cours dialogué en tout cas, ça prend moins de temps. Alors pourquoi c'est important de gérer le temps? Parce que quand on a travaillé sur un face-à-face, hein, vous voyez la différence? Face-à-face par rapport au côte-à-côte des pédagogies actives. Donc quand c'est le professeur qui monopolise le temps de parole, hein, sur 50 minutes, on va dire en moyenne, moi je parlais 40 minutes, hein, c'était énorme, eh bien ça prend moins de temps que quand les enfants vont construire eux-mêmes. Donc la gestion du temps, elle va être repensée. Donc concrètement, hein, sur une programmation annuelle, sur un programme, lorsque par exemple on a un examen au bout de la chaîne, comment on s'y prend? Eh bien il faut reprendre tout à plat. Hein, c'est-à-dire qu'il va falloir refaire la répartition horaire. Et se dire qu'il va falloir, alors moi c'est ce que j'ai fait dans mon calcul, s'il y a des professeurs de français, je pourrais leur donner, j'ai décidé d'enlever par séquence, j'ai enlevé 2 textes. Hein, à l'époque, je travaillais sur des séquences où il y avait 5-6 textes. Maintenant, j'en enlève. J'en fais moins, mais par contre, c'est eux qui font les analyses. Et là, j'ai gagné. J'ai gagné du temps également sur la tâche de recopier la leçon, recopier la trace écrite. Même si vos étudiants ou vos élèves sont sur de la prise de notes, ça prend quand même du temps. Vous en avez toujours un qui va dire « Excusez-moi, vous pouvez revenir ». Donc ça, c'est un temps important. Je pense que vous êtes tous formateurs SP, me semble-t-il, et vous avez en face de vous des jeunes enseignants qui, eux, ont ce problème de temps. Donc, effectivement, déporter la trace écrite, qui n'est pas d'ailleurs, c'est pas scandaleux de le faire, hein, parce que ce n'est qu'une reprise de ce qui aura été fait la veille. Donc, c'est toujours positif de réinvestir en recopiant au calme, à la maison ou au collège ou au lycée, de recopier ce qui a été fait. Donc là, on va en gagner. Mais effectivement, la gestion du temps, c'est important. Et ça veut dire qu'il faut, quand on rentre dans une classe inversée, repenser sa programmation annuelle. Ça, c'est évident. Et enfin, il faut qu'il y ait un protocole. Parce que ça va bien de dire, bon, allez, je fais les capsules et c'est bon. C'est la classe inversée. Non. Il faut bien caler ce qui se passe en classe. Et donc, faire un protocole, c'est ça. Voici le mien. Alors, celui-là, vous le retrouverez sur mon blog, détaillé. Il y a des vidéos, là, je ne peux pas tout montrer. Mais en gros, voici le site de la classe inversée. Vous voyez, on va passer par des étapes, en commençant par la capsule qui est donc déportée à la maison. Et ensuite, on va arriver en classe. Et de là jusqu'à la mise en commun, hein, on va être sur à peu près 1 heure. Et là, la production, ça va être 1 demi-heure ou 1 heure. Ou ça peut être un peu plus, ça c'est le chef-d'œuvre. On va voir, c'est l'aboutissement. Donc concrètement, je vais aller vite, hein, je vais le détailler dans la conférence, mais bon, la capsule, je n'y reviens pas. Il va y avoir donc des échanges. Quand les enfants vont arriver, le sujet de discussion dans le protocole, et tout trouvé, c'est de quoi parler la capsule. Hein. Donc la capsule, effectivement, alors, elle a été mise en ligne, les élèves l'auront vue, ou pas. S'il y en a qui ne l'ont pas vue, ils vont le regarder en classe, tout de suite. Et ça, c'est vrai que ça a tendance à être très positif pour l'enseignant, parce que, par expérience, ceux qui n'ont pas vu la capsule et qui, du coup, sont obligés d'aller voir la capsule 1 minute 30, ils sont déconnectés des premiers échanges et les ados ne supportent pas ça.
Ils aiment bien être, quand il y a échange, peut-être pas sur le contenu, mais simplement, vous savez, il y a des enjeux dans les groupes, il y a des postures, et donc il faut prendre sa place. Si on n'y est pas, eh ben, la place sera prise par quelqu'un d'autre. Et j'ai remarqué, et ça aussi, hein, suite à des évaluations que j'ai faites sur mon dispositif, j'ai remarqué que ça a joué ça, sur le fait qu'ils regardaient la capsule avant. Donc ils ont un échange, pendant ce temps-là, il y a 10 minutes, et pendant ce temps-là, je vais m'occuper, moi, et du coup, ça devient intéressant. Dans la classe, j'ai fait un petit pôle où ça s'appelle l'îlot des curieux. Alors vous allez me dire, ah bon, c'est quoi c'est bien, les curieux, en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avec la capsule, je joins souvent un petit questionnaire, très simple. De quoi parle la capsule? Ton nom, ta classe, et puis il y a une question subsidiaire. Est-ce que tu as une question? Ça arrive que les enfants aient des questions, même si c'est une bande-annonce, même si elle ne pose pas de problème, il peut cependant quelquefois y avoir un mot technique, je vais vous donner un exemple, qui pose problème. Je vous donne un exemple d'une petite en 6e. Je fais une capsule sur l'accord d'un groupe nominal. Je mets donc avoir plusieurs phrases, j'isole les GN et je montre donc les accords. Et là, une petite, dans la capsule, je mets « observe les noms ». Et une petite m'écrit dans le questionnaire « j'ai pas compris c'est quoi, qu'est-ce que c'est qu'un nom ?» Donc vous voyez, là j'avais un prérequis, j'étais partie sur ça, et la petite n'avait pas. Donc du coup, là, j'ai décidé que quand ils ont une question, alors quand ils ont une question, ça peut être des fois une, deux, il y a 3 personnes qui ont des questions, si vous en avez 6, 7, 8, c'est que la capsule est de mauvaise qualité, hein, c'est clair. Si vous avez 2, 3, ça veut dire qu'il y a des enfants. Alors, ce sont des curieux, je ne vais pas les stigmatiser, je les appelle comme ça. Les curieux, ils ont leur place. Et moi, je les attends, et ça change tout. Les enfants sont au courant que moi, j'ai travaillé pour eux. D'accord? Et si vous venez à la conférence, vous verrez ce que je fais dans cet îlot. Ça dure 10 minutes, pas plus. Pas plus. Alors, vous allez me dire, mais en 10 minutes, tu arrives à expliquer. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que ça dure 10 minutes. Mon allié, mon atout, mon secret, c'est la montre. D'accord? 10 minutes. Et si au bout de 10 minutes, je n'ai pas fini, je donne rendez-vous à l'enfant, au cours suivant. Cette façon de faire, c'est ce qu'à l'époque, à l'IEFM, on nous disait, il faut différencier. Moi, je me disais, oui, c'est bien, hein, c'est important. Mais je ne savais pas. Parce que quand on fait un cours, quand on est en face à face, même si vous avez pensé à des interactions, etc., vous faites, entre guillemets, le cours pour tout le monde, de la même manière. Hein, vous n'allez pas faire un cours pour Paul, et puis attendez, version B pour Marie, puis non, c'est impossible. Quand on est face à un public, là par exemple, s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, je ne vais pas pouvoir à un moment donné dire, bon écoutez, je fais ma conférence pour vous, et puis pour eux, je vais faire autre chose. C'est pas possible. Donc on ne peut pas se dupliquer. Alors que là, avec cette affaire d'îlot des curieux, moi, tous les jours, eh bien, ça me déculpabilise. Je sais que j'ai un espace d'accueil pour les enfants qui ont des difficultés. Et je vais y aller, alors je suis vraiment très à l'aise avec ça. Je sais que ça va durer que 10 minutes. Je vais être efficace pendant 10 minutes. Et après, ben, je dirai à l'enfant, ben, tu rejoins ton groupe. Tu rejoins ton groupe. On verra demain. Ou on verra après-demain. Et du coup, la notion du temps aussi est devenue différente. Hein. Alors, donc, les curieux se font en même temps. Et ça, vous voyez, ces 2 cases bleues là, hein, c'est les 10 premières minutes du cours. OK? Alors, ensuite, va arriver le plat de résistance. Hein, c'est la tâche complexe. Et c'est bien là qu'est la difficulté pour l'enseignant. On parlera ce soir, si vous venez au Pécha-Coucha, de créativité. C'est là qu'elle s'exerce. Il faut que je présente ma tâche pour que les enfants puissent construire la notion. Alors, la tâche, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une mise en situation concrète de la notion. Et j'essaierai de vous montrer quelques exemples. Et cette mise en situation va amener les élèves par les ressources que je leur donne. Il va y avoir des ressources externes, ça peut être un document, ça peut être une vidéo, ça peut être un dictionnaire, ça peut être un autre texte. La capsule, bien sûr, fait partie des ressources. Ensemble, ils vont co-construire de manière à ce qu'ils puissent en déduire, alors par exemple sur les accords du GN, eh bien, les règles de l'accord du GN. C'est eux qui vont construire. Et ensuite, ils vont mettre en commun.
Alors, je ne parle pas de ça parce que je détaillerai plus jeudi. En fait, c'est la même chose, mais ça, c'est collaboratif, c'est un groupe. Et là, c'est individuel. Hein, mais c'est exactement la même chose. Là, une fois qu'ils ont co-construit, ils vont se préparer à venir rendre compte, à mettre en commun. Et donc, la mise en commun, ça va occuper, alors ça, hein, c'est entre 20 et 25 minutes. Et le reste du temps, hein, vous faites le calcul, j'ai parlé de 10, hein, j'ai parlé de 25, 35, et le reste du temps, eh bien, il va y avoir, ça va être consacré à la mise en commun. C'est-à-dire que chaque groupe qui aura fait donc, son investigation aura préparé pour présenter, comme je le fais ici, au tableau, pour présenter eh bien, leur investigation. Alors là, ils peuvent utiliser plusieurs types d'images mentales, hein. Ils peuvent utiliser des cartes mentales, j'utilise des mandalas, des tableaux, enfin, ils ont plusieurs outils. Je les forme à cette technique en début d'année, de manière à ce que chacun puisse s'approprier l'outil qui lui convient, parce que la carte mentale, on en entend beaucoup parler, et ça ne correspond pas bien à tous les élèves. Hein. Il y a des enfants qui aiment bien les choses beaucoup plus écrites, manuscrites, classées. Donc il faut aussi penser à ça. Donc l'idée, c'est de venir présenter. Donc un jeune est tiré au sort. Dans chaque îlot, j'en ai 6 dans ma classe. Ils sont 30, hein, j'ai 30 élèves dans la classe. Et un enfant, au dernier moment, est tiré au sort pour rendre compte et faire la mise en commun. Voilà. Et puis après, ben, ça sonne. Voilà. Et ensuite, eh bien moi, je récupère. Alors au moment où ils font la mise en commun, en fait, c'est le moment où vous allez intervenir, vous allez corriger, compléter, négocier. Mais en tout cas, on va prendre tous les bouts intéressants pour construire ensemble. Et on va se mettre d'accord sur la trace écrite. Qu'est-ce qu'on garde? Alors, de temps en temps, ça peut être, comme je l'ai dit, un tableau. D'autres fois, c'est une carte mentale qui va être l'émanation le fruit de travail de plusieurs groupes. Et ça, c'est mon travail à moi. C'est-à-dire que moi, quand les enfants sont partis, je prends du temps pour mettre en forme et sélectionner. Enfin, la sélection sera faite avec eux, hein, mais mettre en forme, si vous voulez, et mettre en ligne. Voilà. Pour les enfants qui n'ont pas d'Internet, là, je vais imprimer et leur donner sous format écrit. Pour les enfants qui ont des 10, qui sont accompagnés, qui ont des troubles du langage. Voilà. Ça se fait à la maison. Les enfants, donc, écrivent à la maison. Là, je vais vous dire, honnêtement, pour avoir fait ça en classe et avoir chronométré, parce qu'au bout de 2 ans d'expérimentation, j'ai eu droit à pas mal de gens se sont intéressés à ce protocole, puisque je le mettais en ligne, partagé, comme a dit Maran. Et donc, à un moment donné, le ministère m'a contacté et l'inspectrice générale des lettres m'a dit j'aimerais bien, Marie, que vous puissiez mettre en place quelques indicateurs pour voir un petit peu ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. C'est très étonnant, ça, d'ailleurs. Hein. Moi, pendant 20 ans, j'ai enseigné de manière très classique, on ne m'a jamais rien demandé, jamais. Et puis le jour où vous commencez à changer, là, on vient vous dire, alors souvent les collègues, hein, on vous dit, ah non, ça fonctionne ce que tu fais. Ce type de questions, vous n'avez pas forcément envie de répondre parce que vous sentez que votre interlocuteur a déjà une réponse. Hein. Donc, mais enfin, on répond quand même avec le sourire. En tout cas, c'est vrai qu'à un moment donné, on vous demande de rendre des comptes, enfin de rendre des comptes, c'est un grand mot, mais en tout cas, ça interroge. Et elle m'avait dit, madame, donc qui s'appelle Madame Catherine Bizot-Becchetti, elle m'avait dit, ben, j'aimerais bien que vous puissiez un petit peu me dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et du coup, je m'étais rendu compte que sur la trace écrite, éclairement, je gagnais du temps. Sur des élèves de 6e, par exemple, prendre en note quelque chose, donc aller forcément sur le moins rapide, ça prend, j'avais chronométré, j'avais pris 17 minutes, vous vous rendez compte? 17 minutes sur 57, alors c'est pas tous les jours comme ça, mais c'est quand même assez hallucinant de se dire, pendant 17 minutes tu fais rien, t'attends. Il est où là l'optimisation au niveau ressources humaines? C'est intéressant, hein? Il y aurait un directeur de ressources humaines là qui serait là et il dirait mais qu'est-ce que c'est ça, 17 minutes, t'attends? Ben oui, t'attends. Et ça c'est quand même, ça interpelle. Et ça, le fait que ça soit déporté, effectivement, ça me permet d'être beaucoup plus efficace dans l'accompagnement ici. Et enfin, ben, la cerise sur le gâteau, le dessert, l'apothéose, c'est ce qu'attendent les enfants, c'est le chef-d'œuvre. Alors peut-être que vous en avez entendu parler du chef-d'œuvre de la classe inversée? Non.
Le chef-d'œuvre, c'est déporté, donc c'est le lendemain ou le cours suivant, ou même maintenant, ça m'arrive de le déporter encore plus loin dans le temps, justement pour vérifier le réinvestissement, hein, ce qu'on a dit, la mémorisation. C'est la production. L'élève va rendre compte, d'une manière ou d'une autre, de même à la conférence, je vous montrerai plein d'exemples, de ce qu'il a retenu. Alors, le chef-d'œuvre peut être individuel ou collectif, et être évalué ou pas. Il prend plein de formes. Les élèves ont, comme au restaurant, voyez-vous, une carte, et ils prennent ce qu'ils veulent. J'ai envie de faire la vidéo, je fais la vidéo. J'ai envie de faire un écrit, je fais un écrit. Je veux faire une infographie, je fais une infographie. Mais chacun va faire en fonction de ce qu'il a envie. Voilà. Et les chefs-d'œuvre sont exposés dans un cahier secret que vous ne verrez pas, qui s'appelle le cahier des chefs-d'œuvre et qui est détruit en fin d'année. C'est un blog privé, uniquement ouvert aux enfants et à leurs familles. Et là, on expose tout. Et ça, c'est important aussi. De valoriser le travail des enfants. Surtout quand c'est numérique, parce que quand c'est numérique, les parents ne le voient pas. Et les enfants non plus, ils n'emportent pas dans le cahier, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas de tablette à la maison. Donc quand c'est numérique, eh bien c'est important qu'il y ait un endroit où on peut être fier de ce qu'on a fait. Et moi je publie tout, hein, sans restriction. Je ne porte pas de jugement de valeur sur les chefs-d'œuvre. Ils sont mis dans la galerie des chefs-d'œuvre au même titre que n'importe qui pourrait le faire. Voilà. Et ça, c'est le cycle de mon protocole, de la casse inversée. Alors, il est personnel, hein, si un jour vous rencontrez d'autres inverseurs, vous en verrez d'autres façons d'approche. Notamment, on est pas mal différents à ce niveau-là. Hein. On est très peu à faire des mises en bouche. Vous trouverez beaucoup de capsules notions, de capsules leçons, et beaucoup, et très peu de mise en bouche. Bon, c'est ma façon de travailler. Voilà, alors donc, pour revenir en détail, les types de capsules, ce que je disais, hein, des capsules mises en bouche, et puis vous trouvez aussi des capsules cours découvertes. Mais en tout cas, le leitmotiv, hein, c'est la construction en classe. Hein, c'est vraiment l'activité. À partir de ce que j'ai vu, je construis la notion qui a été visée par l'enseignant. Alors peut-être que maintenant, il est temps de vous mettre un appétit, hein, et de vous montrer une de mes capsules. On va en regarder une. Alors, on est en 5e. Et c'est une capsule qui va préparer un travail d'écriture. Puisqu'on parle de capsules dans ma discipline, il peut y en avoir pour déclencher de l'oral, déclencher de l'écrit, une lecture, une analyse de texte, ou bien sûr une notion linguistique. Là, c'est un écrit. Le bleu. Ah, c'est là. d'échange. Alors là, c'était assez vif, parce qu'il y a cette idée de mystère. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'elle va nous demander? C'est toujours ça, hein, c'est pour ça que le teaser, ça pose des questions. Et c'est exactement ma philosophie, hein, c'est exactement ce que dit Mérieux. Quand on veut un apprentissage, il faut qu'il y ait forcément des questions. Si je vous amène ici un moteur de BMW, et que je vous demande de le démonter et puis de le remonter, bon, je ne suis pas sûre que vous soyez engagé dans la tâche parce que vous n'avez pas forcément envie d'apprendre à faire de la mécanique auto. Hein. Donc, l'engagement, il va être médiocre. Vous allez le faire parce que vous êtes de bons élèves,
Mais si je reviens dans un mois et que je vous redemande de le faire sans mon aide, vous n'allez pas y arriver. Donc c'est exactement ça. L'engagement, c'est d'abord susciter des questions. Les enfants rentrent avec des questions dans la classe inversée et l'idée, c'est que ce qui se passe pendant le cours, et c'est ça qui est essentiel, c'est que les élèves arrivent à répondre eux-mêmes aux questions qui se sont éventuellement posées. Et l'enseignant doit susciter ces questions, doit éveiller l'intérêt. C'est mon avis. D'accord? Donc voilà pourquoi je parle de mise en appétit. Donc ce jour-là, les enfants sont accueillis, après la phase d'échange, 10 minutes, j'avais mis sur les îlots plein d'objets, énormément d'objets. Alors évidemment, vous avez vu les tasses. L'idée, c'est la tâche complexe, c'est un travail d'écriture poétique. Hein. On est en fin de séquence, on avait travaillé sur la poésie, mais les enfants devaient produire un poème en lien avec des objets. Hein. À la manière de Ponche, on a détourné des objets. Donc j'avais amené tout plein d'objets, improbables, qui ne sont pas du tout scolaires. Et les enfants devaient, dans la tâche, les détourner. Alors par la forme, par la couleur, par la texture, essayer de sortir de la fonctionnalité première de l'objet, de lui donner de la vie, pourquoi pas, une identité, une personnalité et une histoire. Et on allait ensuite passer sur de l'écrit. Et c'est ça qui est fondamental pour moi, c'est ce déclenchement, hein, que la capsule soit un déclencheur. Voilà, ça c'était un exemple d'écrit. Et puis, la prochaine fois, si vous venez jeudi, je vous montrerai d'autres exemples. Alors, on parlait des tâches complexes. Alors en voici un exemple. Donc la fameuse tâche qui arrive et qui va permettre aux élèves de savoir ce qu'il y a à faire. Alors là, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à une consigne, la consigne dit ce qu'il y a à faire. Trace le triangle rectangle, on sait ce qu'il y a à faire. Après, est-ce qu'on sait le faire, ça c'est autre chose. Mais on sait ce qu'il y a à faire. Alors que la tâche complexe, moi j'aime mieux que les élèves d'abord comprennent ce qu'il y a à faire. Je ne leur dis pas ce qu'il y a à faire. Et ensuite, ils vont le faire. Alors voici un exemple. Là, c'était un travail sur l'impératif. Hein, les élèves avaient vu une capsule sur les valeurs de l'impératif. Et là, ce jour-là, donc, posé sur l'îlot, encore une fois, des ressources, eh bien, il y avait un plan, ce plan-là de maison, hein, où on voyait, là c'est petit, mais on voyait la télécommande, évidemment, il y avait le four, il y avait la plaque chauffante, il y avait des dangers, etc. Et donc, la mission d'investigation, c'est Paul à 6 ans, pardon. Ses parents doivent s'absenter, puis il va falloir les aider à sécuriser. Les enfants avaient sur la table ce plan, avaient également un stylo, et ils avaient des post-it de 2 couleurs. C'est tout. Et la tâche. Donc, dans un premier temps, on comprend, on essaye, on émet des hypothèses. Alors, ça se chamaille, des fois on n'est pas d'accord, mais on est sur la tâche. C'est ça qui est intéressant. Et ensuite, tac, on a une idée, et on y va. Et on va le faire. Et c'est là qu'active, ce que j'active la pédagogie de la frustration, c'est-à-dire que je les arrête en cours. Et oui, est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Le temps. Le temps. D'accord? Effectivement, vous êtes surpris et vous dites, mais elle est sadique. Oui, mais sauf que c'est beaucoup plus intéressant qu'il passe par cette étape, comprendre ce qu'il y a à faire. Le faire, évidemment, c'est la saveur, évidemment, c'est ce qu'on a envie. Une fois qu'on a compris, on a envie de montrer ce qu'on sait faire. Et là, eh ben, effectivement, si je laisse faire les enfants, ils vont me remplir, ils vont me prendre 4 paquets de post-it, ils vont m'en remplir partout, parce qu'ils auront compris que le rouge, ça allait être plutôt, effectivement, l'ordre, et puis le jaune, plutôt le conseil. Une fois qu'ils ont compris, ils multiplient. Hein, et c'est pour ça que de temps en temps, j'active la pédagogie de la frustration, qui finalement est très positive, et qui génère effectivement de la frustration, mais de la frustration positive pour l'élan prochain. Et en cours, on s'arrête et on rencontre, donc, et effectivement, on va partir, alors peut-être sur une image mentale, là, où les enfants vont construire en disant, ben, nous, on pense que alors, ils ne sont pas sûrs que ce soit l'impératif, hein, le mot n'est pas forcément donné, hein. C'est pas grave, hein. Ça, après, c'est à vous de caler les mots techniques. Mais par contre, ils auront vu, voyez-vous, ils auront mis un peu les mains dans le moteur, et ils auront construit. Alors, ils auront écrit, bien sûr, sur les post-it, des exemples, etc. Et c'est ce que Roger appelle
bon, j'ai mis quelques phrases qui m'ont marqué, mais évidemment, c'est celui de l'apprentissage, hein, on parle d'apprentissage efficace, quand l'individu va découvrir par lui-même. Et évidemment, il va se l'approprier. Beaucoup plus efficace que lorsque on va être dans de la démonstration. Alors, donc voici ce que je voulais vous dire sur la tâche complexe. Alors, je reviens à mes questions, puisqu'on arrive au bout, il y en avait 10. Hein. Dois-je inverser à tous les cours? Non. Hein. On n'inverse pas à tous les cours, on commence modestement, c'est ce que je vous ai dit. Moi, j'ai commencé par 1 heure la première année par séquence. Par contre, aujourd'hui, je suis complètement inversée. Voilà. Dans tous les sens du terme. Hein. Mais effectivement, ma posture est complètement différente. Et je crois que j'ai eu plusieurs vies d'enseignante dans ma carrière. Je ne suis peut-être pas la dernière. Rien ne dit que peut-être dans quelques temps, je changerai à nouveau. Je pense que ce qui est important, et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on a, nous, malheureusement, tous les ans, 1 an de plus, mais que les enfants, eux, ils ont toujours le même âge en face de nous. Et ça oblige forcément, à un moment donné, à se remettre en question. Pour ça, je parle de plusieurs vies d'enseignante. Parce que si j'avais eu la même vie, je pense que je ne serais pas efficace, c'est normal. C'est comme un médecin. Hein. Si le médecin ne se renouvelle pas, ne se renseigne pas, vous allez aller chez lui et un jour, il va retrouver toujours, il aura toujours le même diagnostic. Donc, il ne se remettra pas en question et du coup, il peut être dangereux pour votre santé. Bon, nous, on n'est peut-être pas aussi dangereux qu'un médecin, mais quand même. Hein. Donc, c'est pour ça que vous qui avez des jeunes enseignants, je pense que c'est le message que vous, forcément vous leur portez, mais c'est important qu'ils se disent, une fois qu'on a le concours, rien n'est fait. Les enfants vont vous chahuter, hein, vont vous remettre en question et surtout, faites péter vos certitudes. Et je dis péter parce que c'est violent, ça choque. Mais effectivement, on est pétri de certitudes. Moi, quand j'ai commencé à être en difficulté, vous savez ce que j'ai fait? La première chose, j'ai dit, c'est pas moi, c'est eux. C'est pas ma faute, c'est leur faute. Alors après, on commence à dire, c'est les familles, c'est le contexte, c'est l'établissement, c'est l'administration qui fait pas le boulot. On cherche toujours, et c'est humain, on cherche toujours à repousser la faute sur l'autre. Après, on est rassuré parce qu'on se dit, bah, en salle des profs, les collègues, ils ont le même discours. Ouais, super, mais une fois qu'on a quitté la salle des profs, on se retrouve face aux difficultés. Donc, on devient aigri si on ne change pas. Si à un moment donné, on ne se pose pas la question de qu'est-ce que je fais, je change ou je meurs là, ou je mute. Sauf que moi, je ne pouvais pas, j'avais plus de points pour ça. Donc, il faut bien à un moment donné se remettre en question. Et je crois que ça, c'est le message que j'avais la chance d'enseigner à des jeunes professeurs. Et je leur dirais ça. Je commencerai par ça. Je leur dirais, écoutez, c'est très bien, vous venez d'avoir le concours, c'est parfait. Mais attention, vous n'êtes qu'au début du chemin. Ne pensez pas que parce que vous avez été côtoyé que par des bons élèves. Vous êtes vous-même un bon élève. Mais vous allez voir que la réalité, c'est pas ça. Il va falloir vous remettre en question. Parce que si un jour vous dites, et je finis parce que là je m'enflamme, mais si un jour un jeune enseignant, je l'ai entendu pour avoir des stagiaires, me dire au bout d'1 mois, non mais attends, de toute façon, ils apprennent rien ces enfants, ils ne peuvent pas progresser, ils ne pourront pas, regarde, ils ne s'investissent pas, ils ne sont pas dans la tâche, c'est reconnaître qu'on n'est pas compétent. Parce que si on est à un moment donné dans le constat de se dire ils n'apprennent pas, ils ne progressent pas, ils n'écoutent pas, qui est le pilote dans la salle? C'est bien vous. Donc moi j'ai dit à ma stagiaire, ben oui mais c'est de ta faute, elle n'a pas aimé. Je ne suis pas réputée pour être très délicate. C'est pour ça que je n'enseigne pas à l'esprit, heureusement. On a dit que tu vas intervenir à la rentrée, en fait. Comment? Je crois qu'on va te faire intervenir à la rentrée. Vous pensez que mon message sera... Mais ça peut être choquant quand même, même pour les jeunes enseignants. Mais je crois que c'est... Parfois, non, mais c'est des bonnes questions. Je plaisante à peine, mais je le crois, je le pense ce que je dis. Non, mais... Je pense qu'il faut, à un moment donné, mettre les gens face à la réalité. Et quand on entend des gamins de 25 ans dire « Oh, mais de toute façon, ces élèves,
un conseil de classe, quoi. De toute façon, on ne peut rien en faire. Non mais attends, c'est comme si le médecin vient te voir et te dit, vous savez quoi, vous allez mourir. Parce que moi, je ne sais pas, je ne peux rien faire de vous et de votre maladie. Hein, voilà. Et c'est en gros ça, ce qu'on entend. Et c'est vrai que ça me... Moi, plus ça va, plus je me dis, c'est grave quand même. Mais bon, je suis pleine d'espoir. C'est pour ça que je continue à partager. Chez vous, c'est quoi? Alors, évidemment, il n'y a évidemment pas d'obligation, je l'ai dit. Hein, si tout va bien, on ne change rien. Et puis, se laisser le temps de mesurer l'efficacité. Alors, honnêtement, c'est là où j'ai le plus progressé. Avant, j'étais enseignante. Je pense que je n'étais pas une mauvaise enseignante. J'avais de bonnes notes. Mais j'avais pas de recul par rapport à ma pratique. On n'apprend pas ça à l'UFM, à l'ESP, avoir du recul. Se dire à un moment donné, on est un peu chercheur aussi. Donc il faut s'auto-former, lire, hein, avoir des lectures aussi, de l'éducation au sens large, mais pas que, hein, et aller de temps en temps dans des séminaires, des colloques. C'est important l'auto-formation. Ça aussi, on n'en parle pas suffisamment selon moi. Et donc, pour ça, quand on rencontre, quand on réfléchit, quand on commence à prendre du recul, on commence à porter un regard critique sur sa propre pratique. Et on fait péter les certitudes que l'on avait. Hein. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Et on commence à mesurer l'efficacité. Un mot que l'on n'aime pas dans l'éducation nationale. Hein. On n'aime pas ça, dire l'efficacité. Ça, c'est pour les entreprises. On n'est pas là pour faire de l'efficacité. Quand même, hein. D'accord? On n'est pas là pour faire du rendement, d'accord. Hein, mais l'efficacité, oui. On doit demander à un enseignant qu'il soit efficace. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de passer des diplômes. Alors, l'espace classe, souvent on me pose la question, comment je peux l'agencer? Parce que quand on est dans du collaboratif, il y a des gens qui vont vous dire, parce qu'on se retranche toujours, sur ce qui ne peut pas fonctionner, ce qui n'est pas adaptable à ma pratique, je prends ça, et là je dis, ah mais moi donc là c'est bon, j'ai pris boutique, j'arrête de l'écouter, elle a dit collaboratif, moi je n'ai pas de salle, je n'ai pas de table qui s'adapte. Quand on veut, on peut. Donc agencer une salle, c'est très simple. Et puis demain, si vous venez, je parlerai aussi de collaboration distanciée. Maintenant, il y a des formes de collaboration qui permettent de faire de la classe inversée en face à face. Si on ne veut vraiment pas créer de conflit avec le professeur qui va suivre parce que lui, il a la classe autobus et qu'il ne veut pas que vous le mettiez à niveau, tout est possible. Et puis en même temps, rien n'est écrit pour qu'on nous oblige à mettre les enfants assis. D'accord? Les enfants peuvent être debout aussi et travailler debout. Ça, vous le verrez demain. Je fais ma pub hein, c'est la mise en bouche. Donc en fait, oui, effectivement, on peut agencer les classes différemment, mais ce qui est important, c'est que quand même, quand on regarde ça, on voit bien que l'action est bien dans la salle. Hein. On n'est plus sur la scène théâtrale, avec un professeur, une estrade, un tableau. À l'époque, on parlait d'auxiliaire pédagogique pour le tableau, c'est très drôle. Mais l'auxiliaire pédagogique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'était ma propriété. Et les enfants n'y allaient pas. Ou alors quand ils y vont, c'est presque pour monter à l'échafaud. Hein. Donc c'est un espace qui est territoire protégé. Là, en classe inversée, toutes les lignes bougent. Absolument tout. C'est pour ça que Catherine Bizot a écrit un rapport avec François Tadei, elle parle de forme scolaire au sens large. La forme scolaire, c'est aussi les espaces, mais pas que. Donc, voilà pourquoi on peut aussi... Alors là, j'avais pas d'accès Internet hier à Montréal, du coup, j'ai pas d'illustration. Mais je me suis dit, je vais quand même leur dire aussi, parce que souvent on me dit, mais quand tu n'as pas d'accès Internet ou pas d'outils numériques, est-ce que tu peux inverser? Oui, on peut inverser. On peut inverser, tout à l'heure, je vous l'ai dit, avec des outils comme quand il y a échange, quand il y a co-construction, on va utiliser des post-it, les élèves vont les agencer, les regrouper. Les feuilles A3, ça aussi, il suffit de les scotcher bien au centre de l'îlot. C'est important parce que sinon il va y avoir appropriation du leader qui va s'approprier la feuille et les autres vont être spectateurs. Donc il ne faut surtout pas reproduire à nouveau un espace scénique au sein des îlots. Le téléphone de l'enseignant, parce que c'est pratique, les post-it, la feuille A3, si vous avez un ordinateur connecté dans les salles,
le dire aux enseignants, ils ne le savent pas, mais il y a une application qui s'appelle Evernote. C'est un site, Evernote, qui est gratuit sur un abonnement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter l'ordinateur et le téléphone. Et alors c'est pratique, pourquoi? Parce que l'enseignant va passer avec son téléphone, il va photographier les productions et immédiatement ça va se mettre sur le compte, son compte Evernote. Et pour peu que l'enseignant ait projeté sur le TBI ou le tableau blanc, enfin peu importe le vidéoprojecteur, son compte, il verra apparaître donc les photos immédiatement. Hein. Donc on est connecté sur l'application et sur le site, et avec le même compte évidemment, et on va pouvoir donc photographier, projeter, sans passer par une clé USB ou un câble, etc. Donc ça, c'est pour ça que je mets le téléphone, parce que si vous avez un smartphone, pensez-y. Application Evernote, c'est un petit éléphant vert. Et puis ça, j'ai découvert ça à La Réunion, ils utilisent tout ça, c'est excellent. C'est des Velleda, alors j'ai mis Valada, j'ai écrit trop vite, électrostatiques. Alors je ne suis pas sûre que ce soit des Velleda, de la marque Velleda. En fait, c'est des grands rouleaux, que l'on découpe et on écrit dessus, c'est effaçable et c'est électrostatique. Donc vous pouvez le jeter par terre, sur la table, sur une vitre, et ça se colle et ça se décolle. Et c'est vraiment, alors là pour le coup, un outil collaboratif super intéressant. Donc on achète un rouleau, on découpe des morceaux, on les met au centre, ça va adhérer, hein, ça permet de ne pas bouger, ça adhère sur n'importe quelle surface. Et j'ai vu ça, c'est vraiment super. Voilà. Donc on peut effectivement faire de la casse inversée sans numérique. Alors vous allez me dire, et pour la capsule, comment tu fais pour la capsule? Alors pour les enfants, je vous en ai parlé, hein, je vous ai dit, les enfants qui n'ont pas, donc vous avez vu celle-là, eh bien je convertis en fait sous forme de storyboard, hein, je convertis toute la capsule en PDF, en faisant une capture d'écran, hein, tout simplement, et je donne donc la planche. Alors, il n'y a pas de grande différence, bon, il n'y a pas le son, mais vous avez remarqué que sur la capsule, je me dispense de mettre ma voix, parce que je ne veux pas qu'il y ait de surcharge, ça ne sert à rien, je ne vais pas lire ce qui est écrit, je ne vais pas non plus dire des choses en plus de ce qui est écrit, sans ça il va y avoir conflit. Il n'y a pas d'animation waouh avec des petits gifs qui bougent de partout, parce qu'il faut que ça soit sobre, efficace, et que ça dure aussi qu'1 minute 30. Voilà, j'ai fait le tour très rapidement, alors j'ai pris cette option de rentrer par des questions. Si jamais vous venez demain sur la conférence, ça sera un peu plus détaillé, bien sûr. Mais vous retrouverez bien sûr des choses que j'ai dites aujourd'hui. Et il reste une demi-heure et je pense qu'il est temps peut-être de répondre... Ah, j'ai oublié ça peut-être. Oui, j'ai oublié ça quand même. Les avantages et les inconvénients. Alors les avantages de la classe immersive, c'est l'engagement. Ça, c'est ce que j'ai le plus souvent observé. J'ai même dans l'évaluation m'a demandé de mesurer le temps de mise en route de la classe. C'est évidemment un engagement immédiat, puisque les élèves savent de quoi va parler le cours, puisqu'ils ont eu une capsule de préparation. Donc la mise au travail est immédiate, l'engagement est là, l'activité évidemment elle est déportée, elle n'est plus sur l'espace scénique du prof, mais bien dans la salle. Moi je vais d'îlot en îlot, veiller à ce que personne ne décroche, décharger de la parole magistrale, je suis plus évidemment dans l'accompagnement de l'observation, et je vais évidemment intervenir tout de suite quand je vais voir un enfant qui dans l'îlot va sortir un petit peu, et je vais pouvoir m'asseoir à côté de lui. Pas intervenir debout, hein, mais m'asseoir à côté de lui, me glisser, c'est beaucoup plus efficace aussi, et venir donc le rapprocher si besoin est. Et enfin, c'est ce que je vous ai dit, l'îlot des curieux va me permettre de faire cette fameuse cet accompagnement personnalisé à mon rythme et au rythme des enfants. Alors les freins c'est quand on veut évaluer, et notamment le collaboratif, c'est compliqué. Quand on veut évaluer, par exemple, si vous donnez un chef-d'œuvre collaboratif, très compliqué de l'évaluer. Parce que vous n'allez pas évidemment savoir, comme dans la collaboration, les tâches sont faites au fur et à mesure par le groupe, vous n'allez pas mesurer qui a fait quoi. Alors, moi, j'évalue rarement le collaboratif de manière sommative. Par contre, ce que j'offre aux élèves, de temps en temps, ça m'arrive, d'avoir un système d'évaluation sur le collaboratif. Je vais par exemple récompenser une production X
en mettant sur la table, moi j'évalue par compétence hein, et sans note. Donc j'ai des jetons, j'utilise des jetons comme on utilise pour jouer aux cartes. Donc j'ai des jetons et pour ça, de temps en temps, je vais évaluer la production du groupe. Alors je fais abstraction de qui s'est investi, ça ne m'intéresse pas, mais je vais mettre sur la table un certain nombre de jetons. Par exemple, s'ils sont 6, je vais peut-être en mettre, alors j'aime bien faire ça, je vais en mettre 8. Voilà, ils ont des valeurs différentes. Et puis les élèves doivent se gérer. Et ils doivent se partager les pions comme ils le souhaitent. Et moi, je ne me mêle pas de ça, absolument pas. Même si ça peut arriver, hein, ça arrive qu'un élève dise « moi je prends tout », c'est rare. La régulation du groupe est assez efficace. Donc les élèves récupèrent ces jetons et vous allez me dire « mais qu'est-ce qu'ils en font ?» Ils font les banquiers, ils aiment bien ça. C'est très, très drôle de les voir faire d'ailleurs. Ils prennent les jetons et puis quand ils ont suffisamment de jetons, en principe quand ils arrivent à 15 points, donc il y a des jetons à demi-point, des jetons à 1 point, etc. Ils viennent me voir et on ouvre dans l'évaluation par compétence, on ouvre une colonne qu'on a intitulée, souvent c'est dans les lectures analytiques, donc dans la compétence lecture, et on va capitaliser les 15 points, donc de 15 à 20, ça va être une maîtrise très satisfaisante. De 11 à 14, ça va être satisfaisant. Et ils bloquent quand ils le souhaitent. Donc ils viennent, en principe, ils viennent quand ils en ont 15. Et ils viennent et ils me disent, bon maintenant, j'utilise les pions. Voilà. Alors ça leur permet quand même d'avoir une évaluation de cette partie d'investissement en classe et d'être quand même dans une évaluation collaborative. Par contre, si vous voulez vraiment évaluer la production, là, à ce moment-là, je ne vais pas donner une situation collaborative, mais coopérative. Et pour moi, ça sera beaucoup plus simple. Donc la coopération par rapport à la collaboration, là c'est tout le monde fait la même tâche en même temps, alors que sur la coopération, les élèves auront des tâches différentes pour la même œuvre, hein, mais chacun va amener sa petite pierre à l'édifice. Donc c'est un peu différent et du coup ça permet de voir qui a fait quoi dans le produit fini. Ça, c'est pour ça que je suis passée assez vite sur... je vous ai parlé de tâches complexes et puis une brique que j'ai laissée de côté, le plan de travail individualisé. J'en parlerai demain. Dans l'évaluation que j'ai dû faire pour le ministère, c'est ça qui était revenu et qui était négatif. C'était les élèves qui n'aimaient pas du tout ce système-là. C'était souvent les bons élèves, c'est ce qui était en réussite. Donc ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que ça ne correspond pas forcément à eux. Pourquoi? Alors, c'est clair, il faut mener l'investigation, comprendre ce qui se passe, pourquoi les élèves vous renvoient quelque chose de très négatif, alors qu'on se dit naïvement, bah, tiens, ça fonctionne quoi. Ben, oui, mais ça fonctionne peut-être pas pour tous. Alors eux, ça ne fonctionnait pas. Alors ça revenait, c'était régulier dans toutes les classes quand j'ai mené mon évaluation. J'ai fait une évaluation quantitative et puis qualitative, et je me suis rendu compte que les meilleurs disaient non, nous on n'aime pas, ça ne nous plaît pas, etc. Et en fait, ce qui revenait, c'était ça. C'est la mise en lumière qui leur manquait. Alors, ils ne formulaient pas comme ça. Mais en fait, eux, quand ils étaient tout le temps en collaboration, en coopération, eh bien, ils passaient un peu dans l'ombre. Alors que dans le cours dialogué, c'était eux qui levaient la main. Hein, c'était eux qui performaient. Alors que là, ils passent sous silence. C'est le groupe qui est mis en lumière, pas l'individu. Et c'est ça qui nous renvoie. En disant, nous, on n'aime pas la collaboration parce qu'on n'arrive pas à savoir où on en est. Même s'ils sont évalués, mais ils aiment bien être tout le temps presque en situation d'évaluation et surtout savoir où ils en sont par rapport aux autres. Et c'est le système qui les a rendus un peu comme ça, il faut le savoir. Ouais. Alors du coup, j'ai pris en compte ce paramètre parce que c'est ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui ne fonctionnait pas. Et il y a encore des choses que je dois changer, hein. Je sais bien que rien n'est figé. Mais du coup, j'ai mis en place ces plans de travail individualisés. C'est-à-dire que j'alterne, je fais une séquence en tâches complexes collaboratives ou coopératives, et l'autre avec un plan de travail individualisé. Et là, du coup, le plan, je vous en montrerai jeudi si vous voulez, mais le plan de travail individualisé va effectivement accompagner le même cheminement, mais pour un individu. Et du coup, l'élève qui souffrait justement d'être trop en coopération, en collaboration, s'y retrouve. Voilà.
Et puis l'autre point, c'est le changement de paradigme. C'est vraiment le changement des postures. Il faut lâcher prise sur certains points, accepter le bruit de la collaboration, les échanges. Évidemment, si vous n'aimez que des classes silencieuses, où rien ne se passe, où les élèves sont statiques, évidemment passifs et silencieux, comme dit Vincent Fayet, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Donc, du coup, changez rien. Et surtout pas, n'allez pas dans l'inversion. Parce qu'alors là, évidemment, ça va faire du bruit. Les solutions, en fait, je n'ai pas fini complètement. Hein. C'est ce que j'ai dit, en fait. C'est penser aux coopératives pour l'évaluation quand vous avez vraiment envie d'évaluer le travail, pas le chiffre d'affaires, mais le travail qui se passe en classe. Le plan de travail individualisé, donc, qui répond aux fameux mises en lumière individuelles, et le lâcher-prise du professeur. Moi, vous verrez demain, j'ai des photos qui peuvent de temps en temps faire plaisir à certains collègues et faire peur à d'autres, où les élèves sont dehors. Enfin, dehors, pas au bar du coin, hein, mais dans le couloir, en train de produire. Donc, il faut effectivement lâcher prise. Voilà, là, cette fois-ci, j'ai vraiment terminé. Alors, je vous rappelle, hein, je m'appelle Marie Soulier, Marie34 sur Twitter. Et si vous le souhaitez, donc, je mets toutes les séquences, enfin, tout ce que je fais en classe, c'est sur mon blog. Donc, sur la carte, là, vous avez l'adresse du blog si ça vous intéresse. Et puis, il reste quelques minutes. Peut-être que vous avez des questions. Ou pas. Sinon, j'en ai terminé.